Nos parents qui sont venus en France, etc., ou qui étaient étrangers, même ceux qui sont nés en France, mais qui étaient étrangers, connotation étrangère, non étrangère, peut-être tu vois bien que tu n'es pas un Français, tu es basané, ou tu es noir, ou tu es ce que tu veux. Eux, ils étaient dans un délire où il ne fallait pas faire de bruit. Tu vois, nous, notre génération, c'est autre chose. On s'est dit, nous, on est ici, on est né ici, on va montrer qu'on est français et on n'a pas à s'excuser de ça. Nos parents avaient ce côté, faut se faufiler, tu vois, faut pas faire de bruit, faut être discret, faut pas se faire remarquer. Et ouais, c'est vrai que eux, ils étaient en permanence dans un souci d'intégration, voire même un peu trop. Je trouve que des fois, la génération de nos parents, mais on peut pas leur en vouloir, mais ils en faisaient un peu trop parce qu'ils voulaient montrer qu'ils s'étaient intégrés, tu vois. Notre génération à nous, c'est totalement différent. Nous, on est les enfants de ces gens-là et on n'a pas la même vision des choses, tu vois. SI Annika, je viens des Ulysses, j'ai pas mal d'albums à mon actif, des street CD, pas mal de vécu dans la musique et voilà, je crois Clasher, Rimmer, plein de bonnes choses. Bah écoute, à l'époque, je venais de Paris, moi je suis né à Paris. À l'époque, je venais de Paris, j'avais vécu à Paris et je suis arrivé dans cette banlieue quasi inconnue. Faut savoir que la ville a été faite en 77, si je dis pas de conneries, donc c'était vraiment une ville qui était toute neuve, qui était presque pas terminée. Et voilà, hein, ville de banlieue avec tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de mal, des grands espaces, des grandes tours, des grandes dalles pour jouer. Donc au départ, quand tu arrives et que t'es gamin, l'impression est plutôt bonne. À un moment, tu as des parents qui se battent et qui n'ont pas énormément d'argent, en tout cas qui n'ont pas l'argent nécessaire pour subvenir à tes besoins d'enfant puis d'ado par la suite. Tu connais, c'est des années où il fallait être bien habillé, c'est les premières années où il fallait avoir un peu de marque sur soi, il fallait briller, il y avait des sorties, il y avait des trucs à faire, etc. Et quand tu n'as pas d'argent, en fait, bah, tu peux ni avoir ces choses-là, ni participer à ces choses-là. Tu sais que toi, tu pourras pas répondre à ce truc-là. Donc ça crée une espèce de frustration au fur et à mesure. Quand tu es jeune, tu subis ça et quand tu grandis, tu te dis bah, je vais me démerder en fait. Donc c'est comme ça que tu commences à rentrer là-dedans par des petits trucs. Au départ, c'est de la bricole, c'est juste pour revendre deux, trois petits trucs, faire un petit billet, puis après ça devient un mode de vie. Et c'est là où, sans t'en rendre compte, en fait, tu glisses au fur et à mesure. Tu sais, on a fait des choses qui presque limite mériteraient de faire un film, et on a fait des choses qui étaient très très peu glorieuses, tu vois. Et moi, je me suis dit, tu peux pas écrire un livre et juste raconter ce que tu as envie de raconter, le bon, etc. Dans une vie comme ça de délinquant qui commence très tôt, tu as des choses qui sont parfois honteuses même. Et c'est justement la recherche de l'argent, c'est cette mentalité-là. Et moi, dans ma conception du bouquin, je voulais pas juste montrer le côté, tu vois, le meilleur côté. Je voulais montrer aussi le côté très sombre de la rue, le côté très sombre de la banlieue, le côté très sombre de ne pas avoir d'argent, d'être en galère, d'être issu d'une famille très très modeste. Et voilà, donc je voulais pas m'épargner en fait et juste me donner le bon rôle. Je voulais tout raconter et dans ma vie, il y a des choses bien, il y en a des moins bonnes. Voilà, je voulais tout dire en tout cas. Ça permettrait de, tu sais, j'ai fait de la musique, j'ai fait un bouquin. Si maintenant j'arrive à faire de l'image, du film, etc., ça serait mortel. Mais c'est pas non plus un truc, et je vais pas courir après ça, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais bien. Après la musique, j'en ai fait, enfin, je me suis inspiré de ma vie des dizaines et des dizaines de fois, juste dans une époque formidable, mais pas que dans ce son-là, dans plein d'autres sons. Et j'avais l'impression d'un point de vue musical d'avoir fait un peu le tour de la question. Et c'est pour ça que réécrire un livre, tu sais, c'est une manière de se réinventer un peu, c'est un autre défi. Je redeviens débutant parce que j'en ai jamais écrit, c'est le premier, etc. Donc il y a tout ce truc-là qui fait que le projet il est excitant, quoi. Franchement, ça fait longtemps que j'y réfléchissais, hein. Sincèrement, ça faisait très très longtemps. Ça doit faire peut-être 10 ans que c'était dans un coin de ma tête. Et en toute modestie, je pensais avoir les capacités pour écrire mon propre livre. Donc déjà, c'est pas un truc que tu peux faire au début de ta carrière puisque ton écriture, tu la travailles. Et je pense que d'un point de vue écriture, plume, construction des morceaux, construction des phrases, etc., j'étais pas suffisamment au point. Le fait d'écrire des morceaux pendant des années, des années, des années fait que j'ai appris à écrire tout court en fait. Et un livre, c'est presque plus simple pour moi que d'écrire un album, tu vois. Donc c'est un défi que je me suis lancé. Il a fallu attendre un certain moment, parce que comme je te l'ai dit, ça demande aussi d'avoir une certaine expérience et d'avoir écrit beaucoup de morceaux. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tu vois. Si je l'ai fait à ce stade-là de ma vie, c'est que déjà, je l'aurais fait trop tôt. Il y a plein de pans de ma vie que j'aurais pas pu raconter. Donc ça demande quand même un peu de recul et un peu de maturité. C'est pas un truc que tu peux faire, je pense. Raconter ta vie, tu peux pas le faire à 20 ans, à 25 ans. Ta vie, t'es au début. Là, il va manquer des épisodes. C'est bien de le faire à cet âge-là parce que voilà, tu as un certain vécu, tu as connu plein de choses, des hauts, des bas. Et c'est tout ce relief qui fait que ton livre, je pense, il va être intéressant, tu vois.
Ouais, il y a eu 3 éditions, moi j'ai participé à 2. Et on avait une salle de quartier qui s'appelait le Radazik, qui aujourd'hui a été détruite et reconstruite un petit peu plus loin. Amateur, veulent jouer les bagarreurs, bâtard, si tu savais que des comme toi, j'en avale 3 par heure. Moi j'ai demandé, tu parles trop, plus tu parles fort, si devant la mort, au fond de ma cave, du côté au Watford. Si t'es frère avec tes frères, tu joues à la poupée, on marque ton bilan stade, sous mon bazooka, tu vas zouker. Elle est mieux aujourd'hui, mais bon, moi je trouve que l'ancienne avait une âme de ouf, etc. Ça, c'est mon point de vue perso. Mais on avait cette petite salle et au sein même de cette salle, on avait des gars à nous qui bossaient dedans via la mairie, dont Fix et dont d'autres mecs à nous, enfin des mecs de la ville qui étaient au cœur de la ville et qui bossaient dans cette salle. Et en fait, on avait constaté qu'il n'y avait pas énormément de concerts de rap, que cette salle, en fait, elle servait un peu à rien, qu'il s'y passait pas grand-chose. Il y avait de temps en temps un petit concert, mais c'était des mecs qu'on connaissait pas. C'était pas fou, tu vois. On savait qu'il y avait un potentiel et qu'il y avait moyen de faire quelque chose de mieux. Et l'idée de faire ce battle, elle s'est faite, enfin je sais plus qui a vraiment eu l'idée, je pense que ça doit être Fix ou en tout cas un des organisateurs. Et nous, en tout cas, ça nous a botté direct, quoi. On s'est dit, voilà, un truc fait par nous, il y aura tous les jeunes de la ville. On savait que ça allait marcher, mais sincèrement, on n'avait absolument pas mesuré l'engouement que ça allait prendre. Et on ne pensait pas que ça allait autant marcher, en fait. On savait que ça plairait, mais sincèrement, on était loin d'imaginer le truc qu'on venait de créer, tu vois. Donc, on a tous été surpris, en fait, par l'engouement dans la ville, parce que, voilà, nous, cette salle-là, on la connaissait, tu sais, une fois sur deux, ça partait en couille. C'était des salles de quartier, ghetto, avec tout ce que ça peut impliquer. Les mecs, quand ils venaient, tu sentais qu'ils n'étaient pas sereins. Il y en a... Ouais, pas sécu du tout. Il y en a plein qui ont reçu des cendriers, c'est ce que je dis dans le livre. Tu vois, c'était une salle de quartier. Et si tu venais pas de chez nous, que tu venais rapper ton truc et qu'il n'y avait pas plus, ça n'intéressait pas les jeunes. Il fallait créer un engouement. Et comme nous, on vient tous de la rue, l'école de la vanne, l'école, tu vois, où on se vanne, on se tacle, ça rajoutait un peu de piment à la soirée. C'était pas juste un simple concert. Et à l'époque, c'était très rare. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a eu les RC après par la suite, etc. Mais à l'époque, c'était très, très novateur. Et on ne s'en est pas spécialement rendu compte, mais en tout cas, on a tout de suite vu que ça plaisait à tout le monde. Et il n'y a pas eu d'embrouille, il ne s'est rien passé. En fait, les gens voulaient juste écouter le truc, quoi, tu vois. Pour rien au monde, ils auraient voulu arrêter cette soirée-là. Donc, tout le monde avait intérêt, en fait, à ce que ça se passe bien. Et je pense que tout le monde a vu à quel point ça reste un souvenir de ouf pour tous ceux qui étaient là, quoi. Moi, j'étais perdu. J'étais un passionné de rap. J'aimais ça, j'en faisais, mais ça ne payait pas encore. Et comme ça ne payait pas encore, bah, il faut vivre, il faut manger, il faut s'habiller, il faut sortir. Donc, comme tu l'as dit, partager. C'est ce que j'explique longuement dans le livre. C'est que jusqu'à mon premier street album, en attendant l'album, j'étais encore dans ce mode de vie-là. Le rap, c'est cool, mais à ce stade-là, ou en tout cas, même gagner, dégaine ton style, ça ne m'a pas rapporté un centime d'euro. C'est cool pour la gloire, pour le nom, etc. Mais en vrai de vrai, c'est pas ça qui va te donner à manger, tu vois. Donc à côté, il faut continuer à vivre. Et donc, bah, on pouvait faire ça le samedi soir et le dimanche partir au charbon, tu vois. Et j'étais pas le seul. Enfin, on avait dans la ville, il y avait énormément de mecs qui avaient un pied dans le rap et un pied dans la rue. Et on faisait ça comme ça, on jonglait d'un truc à un autre. Mais pour nous, c'était normal en vrai. On se disait pas, ouais, c'est une vie de ouf ou quoi. C'était, voilà, on fait du rap quand il y a une occasion qui se présente. Mais à côté, faut aller au charbon. Ça se fait à un âge compliqué, 16 ans, tu es en pleine adolescence, tu es à fond. C'est un âge où tu es très, très proche de tes potes, où tu vois, tu as envie t'as ton groupe de potes, tu as tout le temps envie d'être avec eux. Et c'est ce que j'ai toujours dit, ça se serait passé 5 ans plus tôt ou 5 ans plus tard, peut-être que je l'aurais vécu différemment. Mais à cet âge-là, c'est très compliqué de quitter son quartier brutalement, tu as un mois pour partir, tu n'as pas eu le temps de te préparer psychologiquement. En plus, c'est pas tu pars de ton plein gré, c'est on te dit de partir, donc il y a ce côté un peu humiliant, rabaissant. Une expulsion, c'est toujours difficile à vivre, tu vois. Et en tout cas, ouais, c'est quelque chose que j'ai très, très, très mal vécu parce que c'était soudain et c'était violent, quoi. Moi, je me sentais français avant tout, puisque je suis né en France, j'ai un prénom français, j'ai plus une tête de français qu'une tête d'Algérien. Et j'ai ressenti de temps en temps par rapport à mon nom de famille, par rapport à... Tu vois, j'ai senti que je ne l'étais pas totalement. Mais je ne peux pas non plus me mettre dans la peau d'un mec qui a vécu le racisme, qui vivait comme un étranger. Pour moi, mon origine, c'était les Ulysses. J'étais un mec des Ulysses avant d'être français, mon quartier, etc. J'étais plus banlieusard que français, quoi. Donc je suis né là-dedans et pour moi ça me paraissait totalement évident, quoi. D'ailleurs, pendant les émeutes à l'époque, en 2005, on m'a jamais autant appelé. Ça, c'est un truc que j'aimais bien dire, c'est que j'ai reçu des coups de fil de très gros médias, etc. Et on les envoyait tous chier parce que je voulais... Enfin, c'est des gens qui ne te calculent jamais quand tu sors un album.
et qui viennent te demander un peu comme si tu étais expert en émeute, tu vois, t'es l'envoyé spécial qu'ils n'ont pas eu en banlieue. Et moi, je détestais ce truc-là, tu vois. Donc à chaque fois, on refusait. Et le rap a été la cause de, enfin, selon eux, on était les mots d'une certaine société, tu vois, à cause de nous. Ils ne comprenaient pas, le rap, ça a mis du temps, et même encore aujourd'hui. Tu le vois avec le débat sur, même si c'est pas du rap, mais le débat avec Aya Nakamura, ils ont du mal à accepter qu'on a notre musique, on a nos codes, on a notre façon de vivre, qu'on vend des disques, qu'on n'est pas juste des potes qui s'amusent entre eux, c'est une industrie, ça rapporte de l'argent. Il y a encore des gens qui ont du mal à l'accepter, et comme ils ont du mal à l'accepter, bah, ils nous accusent de tous les maux. Et c'est comme ça depuis très très longtemps. Sniper a eu des problèmes, NTM a eu des problèmes, il y en a plein en fait qui ont subi cet acharnement-là. On est en France, hein, c'est comme ça, il faut s'y habituer malheureusement, mais peut-être qu'un jour ils nous accepteront, en tout cas j'espère. Et toi, quand tu sors à ce moment-là, parce que c'était la période vraiment UMP, Karcher, Sarko, Chirac, Ouais. quand tu sors le son sarkozique, Mm. tu étais une balle, on va dire, perdue pour Sarko, Ouais. Sarkozy à l'époque. Ouais. Est-ce que tu as essayé des répercussions? Est-ce que ça Bah, t'a eu des problèmes par rapport sincèrement, par rapport à ce titre, non. À ma grande surprise, non. Alors qu'on aurait pu être attaqué parce que bon, le nom était quand même bien représenté dans le titre. Mais sincèrement, non, par rapport à ça, on n'a pas eu de soucis. J'ai eu plein de soucis dans cet album, mais plus avec des noms que j'avais cités et des gens qui attaquaient, qui portaient plainte, notamment David Otia, qui est un mec qui a tué toute une famille, bref, que j'avais cité. Mais comme il n'était pas encore jugé à l'époque, il était présumé innocent. Moi, je l'avais qualifié de coupable dans le morceau. Et on prenait des procès comme ça à tout va pour des lyrics, tu vois. Donc, mais sincèrement, pour être honnête, Sarkozy, sur ce coup-là, personne ne nous a fait chier pour le titre Sarkozy. Parce que oui, si tu écoutes le rap aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de choses qui sont, comment dire, ça revendique plus grand-chose. Tu vois, le rap est parti dans un autre délire en termes de lyrics, où maintenant ça va parler de plus de matériel que de politique, tu vois, plus d'argent que de la vie sociale du quartier, etc. C'est une évolution. Après, c'est un autre débat. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? En tout cas, le constat, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que aujourd'hui, tu écoutes les albums d'aujourd'hui, ça revendique pas grand-chose. Tu vois, il y a plus ce côté contestataire. Donc, je pense que c'est une évolution du rap. Maintenant, je te dis, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Ça, c'est un autre débat. Il ne faut pas tomber dans ce panneau-là. Rachida Dati, elle est gentille, mais il ne faut pas oublier que quand elle était ministre de la Justice, elle était extrêmement dure, la meuf. Et que ces gens-là, ils ont une espèce de double personnalité où d'un côté, ils nous tapaient dessus il y a quelques années. De l'autre côté, maintenant qu'ils sont là, elle est à la culture. Donc elle essaye de faire genre, je m'intègre. J'ai vu qu'elle a fait aussi un truc, je crois, avec Fred de Sky, etc. Ouais, Moi, ça, ouais. moi, je ne comprends pas qu'on lui donne de l'audience parce que cette meuf-là, du temps où elle était dans les jupons de Sarkozy, elle était extrêmement dure et elle avait ce défaut un peu tu vois, de l'étrangère qui fait de la politique et qui veut être plus méchante que les Français eux-mêmes. Donc moi je pense qu'ils veulent s'intégrer, tout ça c'est de la com, tu vois, ils veulent paraître gentils, ils veulent paraître cool, ils viennent, ils sortent 2-3 blagues, etc. Mais il ne faut pas oublier leur CV, il ne faut pas oublier ce qu'ils sont. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, elle est maire du 7e arrondissement de Paris, qui est totalement déconnecté, qui est un des arrondissements les plus riches de Paris. Et ces gens-là ne connaissent pas grand-chose de nos vies, tu vois. Donc c'est pas parce que tu viens une fois sur Twitch ou je sais pas quoi, ou Skyrock ou ce que tu veux moi je trouve que c'est un leurre, il faut pas tomber là-dedans, tu vois. Je comprends pas. À titre personnel, je comprends même pas qu'on l'invite, elle. Elle était extrêmement dure quand elle était ministre de la Justice, faut pas l'oublier. Enfin, moi, je suis toujours ouvert, tu vois. Parler avec elle, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. J'aimerais bien justement lui expliquer ça. Tu vois, je suis pas dans le délire, ouais, t'as fait ci, on te ferme les portes, t'es banni, etc. Mais par contre, je dis juste qu'il faut pas tomber dans le panneau. C'est tout, faut pas tomber dans le panneau. Eux, c'est de la com, ils ont des chargés en com, tout ce qu'ils font, c'est calculé. Ils essayent de paraître extrêmement cool pour essayer de toucher un public un peu plus jeune. Tu vois, tout ça, c'est de la communication. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. La com, c'est toujours quelque chose de trafiqué et d'arrangé. Moi, j'aime les gens qui sont naturels. J'aimerais bien la croiser dans la rue et parler avec elle. Ça m'intéresserait plus que de la voir faire des débats sur Skyrock où on sait que chaque question va être envoyée à l'avance. Il n'y a rien de naturel là-dedans, tu vois. Et dans un coin de nos têtes, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit aussi. Parce que voilà, c'est ces gens-là qui prennent des décisions, c'est pas nous. Juste pour revenir sur un son que tu as fait avec Mélanie, en 2003, Panam All Stars, tu représentes le 9-1 avec elle. Ouais. Est-ce que tu peux un peu me parler comment ça s'est fait là? Écoute, elle m'a appelé pour me dire il y a moyen de faire un son sur l'album de Sniper. Le son il va être lourd, chacun va venir représenter le département, il y aura un tel, il y aura un tel, il y aura un tel. Moi au départ, très honnêtement, j'y ai pas cru, j'ai cru que c'était une blague qu'elle me faisait parce que le projet me paraissait tellement gros par rapport à ce que moi j'étais à l'époque, j'étais quasi inconnu, voire
enfin le moins connu du morceau, ça c'est une évidence. Et voilà, on se retrouve en studio, on kick un 8 mesures chacun de notre côté, et au final le morceau il devient totalement iconique. Tu vois. Donc des fois il y a des expériences de vie comme ça arrive du jour au lendemain, tu l'as pas vraiment prévu, tu le fais et le morceau il explose, tu vois. Et je pense que c'est l'innocence que j'ai mis dans ce son-là, et elle aussi, et d'ailleurs tout le monde. Le côté non calculé. Si aujourd'hui, tu vois, on refaisait un Panam All Star, je suis pas sûr que ça aurait le même impact. Le côté un peu novateur, chacun est venu à kicker sans trop calculer, sans trop réfléchir, fait que c'est devenu un putain de morceau. Et encore une fois, représenter comme ça, mettre plein de gens dans un titre qui représente leur département, c'était super novateur à l'époque. Le concept, en fait, il se suffisait à lui-même, tu vois. Donc, pour moi, c'est une aubaine d'avoir été sur un son comme ça. Je suis ni fier de ça, ni j'ai des regrets. Moi, c'était comme ça. J'ai vécu cette vie judiciaire. J'ai vu des juges cool. J'en ai vu d'autres, c'était laisse tomber, des barbares. Et du coup, je me suis fait ma propre opinion. Et après, j'en ai parlé dans mes morceaux. Et après, si les gens ils ont envie de me mettre une étiquette rappeur anti-police, rappeur anti-justice, etc., je ne suis pas le premier rappeur à avoir cette image-là, tu vois. Donc, ni je la regrette, ni c'est comme ça. Si c'est l'image que j'ai, c'est pas ce que je voulais avoir spécialement, mais si je l'ai, c'est la vie que j'ai eue et je l'assume totalement, quoi. C'est en rapport avec ce que j'ai vécu aussi. Je ne me suis pas allé chercher ça comme ça dans mon chapeau pour faire bien, tu vois. En 2005, je pense que c'était l'une de tes plus belles années, on va dire. 2005 et 2006, ouais, c'est sans doute les plus belles, ouais. C'est ça par rapport à ton album Une époque formidable. Ouais. Toi, comment tu l'as vécu ces 2 années de... C'est passé vite, frère. C'est passé super vite et bizarrement, ces années, les plus belles années, les plus beaux moments d'une vie en général, c'est des moments qui passent très très vite. Mon seul regret, tu vois, c'est de ne pas m'être posé et de ne pas avoir apprécié ces choses-là. Tu vois, on finissait une date de concert, le lendemain, il y en avait une autre. On a fini par croire en fait que tout ça, c'était normal. Et quand ça s'arrête, tu dis, mais en fait, putain, c'était une vie de ouf quand même. Tu vois, et on était entre amis, on passait d'une ville à une autre, tout mon quartier, tout le monde était heureux, ça se ressentait. Il y avait une énergie de ouf. Et je te dis, si je devais changer quelque chose par rapport à ça, ça serait juste de temps en temps de me poser dans la salle vide, une fois que le concert il est terminé, de me poser avec mes potes et juste d'apprécier le moment, de surtout ne pas se dire que cette vie-là, elle est normale, parce qu'elle ne l'est pas du tout en fait. Aujourd'hui, moi, les années où j'ai été le plus exposé médiatiquement, c'est les années où j'ai peut-être été le plus malheureux de ma vie. Parce que tu te retrouves dans un tourbillon et je sais pas comment t'expliquer, t'es au top professionnellement, mais humainement, il y a énormément de problèmes. Ça crée énormément de problèmes, énormément de tensions. C'est pas la période où tu es le plus heureux. Moi, je suis devenu parano, ça m'a renfermé. Tu vois, je me suis renfermé sur moi-même. J'étais bien chez moi, je voulais plus sortir parce que partout où je sortais, c'était le bordel. Et tu vois, j'ai fini par me renfermer tout seul. Et le fait de revenir un peu après dans une carrière un peu plus discrète, entre guillemets, tu retrouves juste les joies de faire de la musique. Tu vois, et uniquement ça, parce qu'à la base, on était là pour ça. On était des passionnés. Et à un moment, tu rentres dans un truc où tu deviens un professionnel de la musique. Tu as peut-être plus côté passion, tu vas faire un concert comme tirer au taf, tu perds ce côté un peu spontané, et ça c'est tout le monde, tu peux rien y faire, c'est comme ça. Et revenir un peu dans l'ombre, au final tu retrouves juste les joies de faire de la musique pure et dure, d'aller en studio, d'écrire, ouais, j'ai trouvé des bêtes de punchline, le morceau il tue, demain on a un concert, comme il y en a moins, tu les apprécies plus, tu vois, et je pense que cette vie-là en tout cas me correspond plus. Moi j'ai jamais voulu être connu, j'ai toujours voulu faire de la musique, mais j'ai jamais voulu être connu. Ce truc-là, c'est... Toute cette lumière, tout ce bordel, tu vois, ça m'a desservi plus d'une fois, faut pas croire, hein, c'est pas juste... aujourd'hui, tous les jeunes pensent qu'être connu, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et tous ceux qui vont le devenir te diront dans quelques années, ouais, au final, c'était pas mal de ma vie d'avant, tu vois. Donc tout ça, faut l'avoir vécu pour le comprendre, tu vois. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, ah, putain, il abuse. Non, en vrai, je te jure, c'est bien à certains endroits, et il y a plein de trucs où ça va vite te saouler, t'es entouré de gens qui veulent gratter et tout. Tout le monde compte sur toi, tu as des responsabilités que tu n'as pas voulu, tu vois, tu deviens un peu un personnage central pour trop de gens. Et moi, ce truc-là, j'ai pas aimé, tu vois, j'ai pas du tout aimé. Est-ce que tu dirais qu'il y a une sorte de dépression dans la musique? Je pense, dépression, le mot, il est peut-être un peu fort, mais il y a toujours un moment où ouais, tu vas te rendre compte que tu n'es pas heureux. Que tu n'es pas heureux et que ta vie d'avant, elle te plaisait plus que celle-là. Tu t'es battu pour en arriver là, c'est quand même paradoxal parce que tu t'es battu pour en arriver là. Et quand tu y es, tu te dis au final,
je crois que j'étais plus heureux avant, tu vois. J'aimais bien, moi, la période où j'avais 23, 24 ans, où je suis arrivé dans le rap, j'étais plus heureux que quand j'étais arrivé tout en haut. Tu vois, je préférais le côté je suis en train de monter que le côté ça y est, je suis installé tout en haut. Tu vois, parce que j'étais plus discret, j'avais encore mes petites habitudes, j'avais encore mes petits trucs. Et je te dis, c'est une vie qui laisse des traces, mais il faut vraiment le vivre pour comprendre tout ça. Tu vois, c'est une vie qui laisse beaucoup de traces et qui va laisser beaucoup de dommages d'un point de vue amitié, d'un point de vue, voilà, tu vas perdre beaucoup de gens, tu vas en gagner, mais ça va peut-être pas être des vraies personnes autour de toi. Donc ça chamboule beaucoup de choses dans ta vie. Moi, en fait, il faut savoir une chose, l'anonymat est quelque chose qui ne me fait absolument pas peur. Et que limite, là, tu vois, je kiffe. Le stade de ma vie où j'en suis, je kiffe. J'ai entrepris des choses, je continue à faire des concerts, j'ai plus que les joies, les plaisirs et j'ai plus du tout les inconvénients. Ça me va très très bien. Donc si j'avais pu être comme ça toute ma carrière, je l'aurais fait. Mais moi, l'anonymat ne me fait pas peur et de toute façon, on y reviendra tous à un moment ou à un autre. Donc je suis très heureux comme ça, moi. Ça me va très bien. Etc. La violence, aujourd'hui, elle est partout. Il faut la montrer. Après, la question, c'est comment tu la montres. Est-ce que tu en fais quelque chose tu vois, ah, c'est trop bien. C'est quoi la morale, en fait, de ta violence? Tu la montres pour la dénoncer ou tu la montres pour la glorifier? Le débat, il est juste ici. Il y en a qui vont montrer pour se la raconter, il y en a qui vont montrer juste pour dire, regardez, c'est pas rose tous les jours. Et je pense que l'équilibre, il est ici. Qu'est-ce que tu en fais de cette violence? Elle est présente dans tous les milieux, la violence, partout. La politique, c'est violent, la télé, c'est violent, la musique, c'est violent, le sport, le monde du sport, c'est violent, les coulisses, elles sont toujours violentes. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça? Moi, je pense que le vrai débat, il est là. Moi, j'ai montré de la violence, mais il y avait toujours une morale dans les textes. Quand je fais représailles, que ça parle de fusillade, etc., écoute les 8 dernières mesures et tu comprendras que c'est pas quelque chose que je voulais glorifier. Donc voilà, je pense que le fond du débat, il est là. C'est quoi la chose qui t'a rendu le plus fier? Dans ma vie, d'avoir rendu fier mes parents, tout simplement. D'avoir vu de la fierté dans le regard de mes parents. Je pense que c'est la chose que, quand tu es enfant, c'est quelque chose qui te rend extrêmement fier. C'était pas gagné, on est parti de plus que tout en bas, tu vois. Tu as le bas de l'échelle, nous on était encore plus bas. Mais de voir tes parents heureux, fiers de toi, de voir dans leurs yeux qu'ils se disent « Ah putain, mon fils, il est tout en haut, ah, l'Olympia, ah, tu vois, ça c'est mortel. À vivre, c'est mortel. Et je pense que tous les enfants souhaitent ça. Quelque part, on aime tous nos parents et on a tous envie de les rendre heureux, de pouvoir les aider, tu vois, d'alléger un peu leur vie qui n'a pas été facile aussi. Donc voilà, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir rendu fier mes parents, tout simplement. Mais moi, je suis passé d'un extrême, même dans ma famille. J'étais le vilain petit canard. J'étais celui qui était censé échouer, qui avait tout pour ne pas réussir. Et en 2 ans, je suis passé du statut de jeune incontrôlable à star de la musique qui fait l'Olympia, etc. Et ça, mes parents l'ont vu. Mon père, il lisait Le Parisien tous les jours. Des fois, il ouvrait son journal, il voyait ma tête dedans. Donc ça, pour un daron, c'est des choses qui ont une valeur et qui représentent beaucoup, tu vois. Et puis même, ils voient que financièrement, tu peux les aider. Donc à un moment, ils se disent, mais ouais, le fiston, en vrai, il a vraiment réussi. Quand j'expliquais ça à mon daron, je lui disais, le rap, ils s'en battaient les couilles. Il disait, ouais, vas-y frère, va chercher du taf, tu vois ce que je veux dire. C'était ça la réalité. Mais en vrai, après, quand ils voient que c'est concret, que tu tapes des Zénith, l'Olympia, que tu peux envoyer des vrais chèques et aider, etc., mon daron, il avait besoin que de ça, tu vois. Donc voilà, ça aussi, c'est une fierté. Une maman, tu as vu, en général, on en a tous une à la base, tu vois, donc c'est énormément de choses. Elle m'a soutenu quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur à mes yeux, c'est que je sois tout en haut ou tout en bas, et en général, une mère, elle t'aime à tous les niveaux. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu représentes, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Donc voilà, ma mère, ça a été un soutien, une écoute, une source de motivation. Plein de fois, quand j'ai écrit le livre, au tout départ, elle était encore là, et je me disais, ouais, mortel, elle aime lire, je vais lui offrir mon livre, tu vois. Rien que ça, c'était une espèce de motivation, et peut-être même la plus grande d'ailleurs pour écrire le livre. Et voilà, une mère, ça représente tout. C'est une épaule, c'est une amie, c'est un soutien, c'est de l'amour inconditionnel, c'est trop de choses. Et le jour où tu perds ça, tu te rends compte encore plus de la valeur que ça avait, tu vois. Donc c'est ce que je dis dans le livre. Aimez vos parents, profitez, ne perdez pas de temps, ne vous dites pas qu'il y a autre chose, que vous avez le temps, faites tout ce que vous avez à faire. On n'a qu'une seule vie. Parce que toi, il y a peut-être quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir assez fait avec ta mère. Je pense que j'ai... Avoir dit peut-être des choses... On s'est tout dit. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas de regret de lui avoir pas dit des choses, ou de lui avoir dit des choses, etc. Mais par contre, les années de musique m'ont fait perdre beaucoup de temps, en fait. Tu vois, j'ai passé des années en tournée, et il y avait même des périodes où, en une année, peut-être, je voyais pas mes parents du tout, je les voyais une seule fois.
Et c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, j'ai repensé à tous les instants que j'ai perdus où j'aurais pu passer plus de temps avec toi. Donc moi, j'ai pas de regret de lui avoir dit ou pas dit les choses, mais j'ai des regrets de me dire j'ai perdu beaucoup de temps, j'aurais pu être beaucoup plus présent physiquement et j'ai perdu du temps à faire des trucs qui aujourd'hui me paraissent totalement futiles. Tu vois, la musique comparée à du temps passé avec sa maman, au final, c'est incomparable. Donc c'est pour ça que je te dis, on perd tous du temps dans ces choses-là et on se dit tous, ouais, on a le temps tranquille, on fera ça plus tard. Ah, je passerai les voir le mois prochain, etc. Et je te jure que quand tu perds ta mère, tu te rends compte, tu te refais un peu le film en arrière et tu te dis ouais, si j'ai perdu beaucoup de temps dans des futilités. Donc ça, c'est un de mes seuls regrets. Si je pouvais recommencer, je serais beaucoup, beaucoup plus présent. Il y a beaucoup de trucs où je dirais, vas-y, je viens pas, j'ai autre chose à faire, tu vois. Des trucs tout simples comme ça. Il y a toujours des gens dans votre vie qui vont vouloir vous décourager, peu importe ce que vous voulez faire. On vit dans une société où maintenant tout est permis. Les petits, ils sont bons au foot. Du jour au lendemain, ils signent à Manchester, ils signent dans des clubs de ouf. Tu es bon dans la musique. En 2 ans, tu peux faire un Zénith, tu peux faire des Bercy. Tout est possible dans ce monde. Tout est possible. Donc voilà, on appartenait à une génération qui pensait que les portes étaient fermées. Aujourd'hui, les portes, elles sont grandes ouvertes. Maintenant, il faut juste aller chercher ses rêves, c'est tout.